Bonsoir, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Pour ce 13e épisode de la série Entendu à Budapest, je me propose de relayer deux remarques faites par l'analyste israélien de langue maternelle hongroise Robert Castel, présenté dans un podcast précédent. Remarque faite donc par Robert Castel dans le cadre d'un podcast, du podcast habituel, L'homme du front, c'est le titre de la série, sur la chaîne YouTube Ultrahang, répondant comme d'habitude aux questions de Tomasz Király. Alors bien sûr, dans ce podcast, comme dans d'autres d'ailleurs, sur cette chaîne et d'autres chaînes, en ce moment, Robert Castel donne en moyenne une interview tous les 2 jours dans la presse électronique hongroise. Il fait bien sûr tout un tas de remarques que je ne relaye pas, qui ne sont pas pour autant dénuées d'intérêt, qui ne sont pas non plus la vérité révélée, qui sont très souvent discutables, qui prêteraient à débat. En tout cas, je ne les relaye pas parce que, pour diverses raisons, la principale étant qu'elle ne présente pas toujours un intérêt spécifique. C'est-à-dire que ce sont souvent des remarques qu'on trouve aussi chez d'autres analystes, hongrois et autres. Euh, alors que les deux remarques que j'ai relevées dans ce podcast donc d'il y a 2 jours montrent bien Robert Castel dans le rôle spécifique qui lui a été attribué ou qu'il s'est attribué dans la presse hongroise des 8 derniers mois, et aussi probablement du point de vue d'Israël, puisque c'est un militaire israélien, mais je ne veux pas entrer dans cette question du rôle qui a pu, du point de vue des autorités israéliennes, lui être attribué. Je veux simplement exposer l'idée que je me fais du rôle qui est le sien dans la presse hongroise de ces derniers mois. Robert Castel, dans cette presse, donc parmi tous ces analystes que je relaye dans les podcasts de cette série Entendu à Budapest, est l'homme qui jouit de la plus grande liberté de parole. Donc il est celui qui peut se permettre de dire certaines choses que ses collègues, qui souvent n'en pensent pas moins, éviteraient de dire en public. On peut envisager divers cas de figure, mais le plus classique, ce sont des remarques portant sur la réalité et la réalité des objectifs du pouvoir kievien, sachant que théoriquement, ce que dit un particulier, quand bien même il serait intellectuel, analyste, spécialiste des politiques de sécurité, etc. Mais ce que dit un particulier dans la presse de tel ou tel pays occidental, européen, ne devrait pas avoir d'importance protocolaire du point de vue d'un État tiers. Malheureusement, on s'en est bien rendu compte en France typiquement lorsque le régime kievien a exigé la censure d'un contenu de presse français en plus d'un contenu humoristique, ce qui est arrivé très récemment. On se rend compte donc que face à de tels appels à la censure, relayés par la diplomatie ukrainienne, la liberté de presse interne au sein donc de pays tiers, en plus de pays alliés qui fournissent des financements et des armes à l'Ukraine, n'est pas respectée par l'État ukrainien. Et c'est évidemment un aspect d'autant plus angoissant pour les États, y compris de l'Union européenne, à vrai dire ils appartiennent tous à l'Union européenne dans ce cas-là, frontaliers de l'Ukraine, ce qui est le cas de la Hongrie. Il y a donc des choses que même ceux des analystes hongrois de citoyenneté hongroise qui ont la langue la mieux pendue, je pense à un Ferenc Vukic, je pense à un Balin Chomkuti,
mais des choses que eux éviteront de dire pour ne pas créer entre guillemets d'incidents diplomatiques, alors même qu'il n'y aurait pas lieu en principe dans ce cas-là de parler d'incidents diplomatiques, mais les choses étant ce qu'elles sont, les circonstances étant ce qu'elles sont, ils prendront soin de ne pas le dire ou de formuler de façon tellement vague qu'en réalité ce sera une question d'interprétation pour les auditeurs, donc ça restera parfaitement flou. Robert Castel, lui, peut se le permettre. Et voilà donc le contexte dans lequel apparaissent et dans lequel j'ai sélectionné les deux remarques que je compte à présent relayer. Ces deux remarques concernent chacune l'OTAN. La première a un caractère plus spécifique puisqu'elle concerne plus spécifiquement les relations de la Suède, c'est-à-dire la stratégie en fait de l'État suédois vis-à-vis d'une part de l'OTAN et de l'ensemble des pays occidentaux, d'autre part de la Russie. S'agissant donc de la Suède, Robert Castel fait remarquer que du point de vue de la Suède, l'OTAN, en intégrant à marche forcée, comme elle vient de le faire, la Finlande, et ce alors que depuis 2 siècles, la Suède et la Finlande, qui est une ancienne région de la Suède pour l'essentiel, ont toujours été traitées diplomatiquement comme un ensemble, comme un paquet. Donc avec cette intégration accélérée de la Finlande sans attendre la Suède, l'OTAN, nous dit Robert Castel, a probablement commis une erreur stratégique. En effet, la situation stratégique dans laquelle cette décision place la Suède, eh bien, c'est en réalité d'avoir besoin encore moins qu'avant de l'OTAN. En effet, la conséquence pragmatique, immédiate de cette intégration, c'est que la Suède est désormais totalement entourée par des États de l'OTAN. En d'autres termes, pour que la Suède soit théoriquement exposée à une agression russe, il faudrait d'abord que la Russie agresse un pays de l'OTAN, a priori la Finlande, dans une logique géographique, ce qui est a priori impossible et qui, en tout état de cause, place déjà une forte pression sur toute velléité russe à l'encontre de la Suède. C'est donc une sorte de cadeau stratégique fait à la Suède et qui, dans la vision de Robert Castel, finalement, retire des arguments au camp de l'adhésion en Suède. Alors évidemment, on pourrait pousser le raisonnement un peu plus loin et se demander, par exemple, dans quelle mesure les Suédois prennent réellement au sérieux le conflit en cours, croient réellement à ce risque d'escalade constamment souligné par des voix émanant d'ailleurs des deux camps, soit sincèrement, soit parce que ça correspond à un intérêt de la guerre communicationnelle qu'ils se mènent. Puisque, après tout, la Suède, si elle prenait vraiment au sérieux le risque d'une agression russe à court terme, pourrait tout aussi bien se dire que 2 précautions valent mieux qu'une, et qu'il serait donc plus sage, même après l'intégration de la Finlande, d'entrer à son tour dans l'OTAN. Je placerai en description un lien vers un texte que j'ai consacré dans le Courrier des stratèges à cette question des ambiguïtés de la position stratégique suédoise, qui ne sont généralement pas relevées et pour cause dans la presse occidentale, où on a tendance à s'en tenir au point de vue formel. Or, formellement, 100% du retard, entre guillemets,
enregistrée jusqu'à présent dans l'adhésion suédoise s'explique par un veto turc et hongrois au sein de l'OTAN contre l'adhésion de la Suède. J'ai expliqué dans ce texte ce qu'il faut, à mon avis, penser de ce veto hongrois et probablement aussi du veto turc. Lequel veto turc n'est, à mon avis, après la récente réélection de Recep Tayyip Erdogan, pas prêt de prendre fin ou devrait pour le moins faire l'objet de négociations, pour ne pas dire de marchandage, assez dures avec l'OTAN. Or, en évoquant ces questions de la sincérité des acteurs et du bien fondé, du sérieux de la position stratégique de l'OTAN telle que nous l'expliquent le plus souvent les médias de grand chemin, j'ai trouvé une transition toute faite vers la seconde remarque, en tout cas ici relayée, de Robert Castel, qui d'une certaine manière vient, sans qu'il l'ait nécessairement voulu, mais se greffer, qui rebondit, si vous voulez, sur les remarques déjà relativement anciennes maintenant, d'Emmanuel Macron à l'époque où il déclarait l'OTAN en état de mort cérébrale. Eh bien, Robert Castel, dans ce podcast, à la question de savoir si l'OTAN existera encore dans X années, répond d'une manière peut-être un peu provocatrice, mais pas pour autant dénuée d'arguments. Par une autre question, Robert Castel demande à ce moment-là, est-ce que l'OTAN existe encore aujourd'hui, au moment où nous parlons? Ou plus exactement, parce qu'il a souvent, c'est sa position en règle générale, il présente l'OTAN, probablement à raison, comme une alliance politique. Pour ma part, j'aurais tendance à ajouter politique et des services secrets, plutôt que comme ce qu'elle serait censée être sur le papier, c'est-à-dire une alliance militaire. Et là, ce n'est plus simplement la position turque sur l'adhésion de la Suède, c'est-à-dire le veto turc contre l'adhésion suédoise qui est visé, mais c'est entre autres d'ailleurs, pas seulement, mais entre autres, la simple présence de la Turquie au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. En effet, à partir du moment où on a vu à la fois les réticences des États-Unis qui sont le moteur, la tête pensante, le centre de l'OTAN, à fournir des armes de dernière génération à l'armée turque, une fois qu'on a vu la réaction du pouvoir turc qui a été d'en commander à la Russie, il n'était pas nécessaire d'attendre les tout derniers développements concernant le chantage aux migrants, concernant enfin très récemment l'adhésion suédoise, pour arriver à la conclusion qu'une OTAN incluant la Turquie est une OTAN de facto paralysée. C'est-à-dire que soit il existe une OTAN informelle dont on ne parle jamais et pour cause, et qui compte bien conserver sa liberté de mouvement au mépris de la charte de l'OTAN, soit l'OTAN est devenue une organisation totalement fictionnelle. Et ça, c'est une remarque qui devrait être particulièrement intéressante, en réalité particulièrement dérangeante, pour ceux qui, quand on leur parle de l'adhésion de l'Ukraine ou de ce qui resterait de l'Ukraine après un éventuel cessez-le-feu à l'OTAN, répondent, position que j'avais déjà critiquée dans un autre podcast dont je mettrai aussi le lien en description, qui répondent donc à cette éventualité par ce discours que j'ai appelé un discours de fétichisme du droit, en arguant du fait que, du fait de tel ou tel article de la charte de l'OTAN, l'Ukraine, en sa qualité d'État déjà engagé dans un conflit armé, en conséquence duquel elle ne contrôle qu'une partie de son territoire souverain,
ne pourrait pas rejoindre l'OTAN. Alors si la réalité de l'OTAN devait être très exactement celle du droit de l'OTAN, donc la réalité théorique et juridique de l'OTAN, à ce moment-là, ils auraient raison. Simplement, il y a beaucoup d'autres aspects de la stratégie de l'OTAN au cours des derniers mois et même des dernières années qui devraient les amener à au moins douter de cette position qui me semble un tant soit peu dogmatique. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir.